Aléas climatiques, comment les céréaliers s'adaptent à travers le monde. Bienvenue dans cette table ronde organisée par l'Association française des journalistes agricoles. Alors cette année, nous avons choisi comme point de départ donc un livre écrit par Christophe Dequitte, qui est consultant. Et ce livre est intitulé « Le tour du monde des moissons ». Donc ce livre est un moyen en fait d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de mettre en perspective avec la situation en France. Donc en effet, la France a connu en 2016 une chute de rendement spectaculaire en céréales, mais pas qu'en céréales, en production. Donc je rappelle, donc le rendement moyen en blé tendre a été de 53,9 quintaux par hectare en France, contre 80 l'année précédente. Donc une telle chute en France est exceptionnelle, mais en fait dans les autres grands pays producteurs de grains, c'est pas si exceptionnel que ça, et ces pays subissent régulièrement des aléas climatiques beaucoup plus importants et surtout beaucoup plus souvent. Alors la question qu'on se pose, c'est comment ces agriculteurs font pour résister, et y a-t-il en fait des solutions ailleurs qui pourraient être reproductibles chez nous? Une première remarque, c'est que Nicole vient de vous dire qu'on avait fait 53 quintaux par hectare en France dans une année exceptionnellement basse. C'est quasiment un record du monde, puisque si on prend l'ensemble des rendements dans le monde, le deuxième pays qui est le plus producteur au niveau du monde est la Chine, avec 55 quintaux. Mais quand on commence à parler de l'Australie, on est autour de 1 tonne par hectare, donc 10 quintaux. Et quand on parle du Kazakhstan, on est plutôt sur des rendements moyens de 8 quintaux. Donc il faut toujours relativiser. Et c'est l'une des premières choses on peut penser lorsqu'on fait un tour du monde comme le mien, c'est-à-dire lutter contre tous ces a priori et pouvoir relativiser les choses. Donc on a choisi le blé parce que c'était ce qui avait le plus symbolique en termes de nourriture, en termes d'agriculture pour nous. Et vous avez une carte qui est assez magique derrière, c'est les zones de blé dans le monde. Et bien vous vous apercevez que c'est quand même très très concentré et qu'il y a à la limite peu de pays d'acteurs, puisqu'il n'y a qu'une centaine de pays dans le monde qui produisent du blé, et qu'on a un marché qui est extrêmement concentré sur le marché mondial, puisqu'il n'y a que 20% de la production qui est effectivement sur le marché mondial. Pourquoi parler effectivement des aléas climatiques au niveau de cette production mondiale? C'est que le monde a de plus en plus besoin de denrées agricoles. On estime, suivant les organisations, qu'il y a entre plus de 70% ou un doublement des productions agricoles à faire d'ici 2050, avec un enjeu sur les restes céréales important, avec 50% de plus de céréales dans le monde. Aujourd'hui, on bat un record du monde en 2016, malgré ce qu'on a connu en France. On a battu un record mondial avec, on va dire, et là Pierre serait plus à même d'en parler, mais entre 740 millions de tonnes et 750 millions de tonnes produites de blé, et on sait qu'on devra aller à 1 milliard de tonnes de blé en 2050. Comment on fait le gap des 250 millions de tonnes qu'on puisse avoir? Alors on nous parle beaucoup d'agriculture dite bio, ou de trouver de nouveaux systèmes de production, pourquoi pas, il y a certainement un marché pour ça, mais les 250 millions en plus, il va bien falloir les produire, et vous pouvez faire ça sur le maïs, sur le soja et sur les productions animales. Si on prend le blé, et si je vous avais posé la question où est-ce qu'on produit le plus de blé dans le monde, vous auriez sans doute répondu aux États-Unis ou en Europe, pas du tout, c'est en Asie, avec les deux principaux pays producteurs de blé dans le monde, que sont la Chine et l'Inde, qui à eux tout seuls représentent pas très loin de un peu plus de 200 millions de tonnes sur les 740 millions de tonnes produites. Donc vous imaginez à quel point c'est important, et notamment sur cet aspect climatique qui peut être très local, mais si ça touche ce genre de pays. Et puis un deuxième point, et on va se contenter du blé, 21% des surfaces de blé sont dans la CEI, Ukraine, Russie, Kazakhstan. C'est en constante augmentation, et c'est effectivement des choses qui peuvent nous faire beaucoup réfléchir, voire nous faire peur en Europe. Si vous prenez globalement les exportations, il y a à peu près 20 à 25% de la production qui circule, avec une concentration extrêmement forte, puisque 75% des exportations mondiales se font sur 7 pôles d'exportation, avec par contre beaucoup d'acheteurs, et le premier acheteur est l'Égypte, et l'Indonésie le suit de très près. Donc une hétérogénéité de marché à l'export pour une concentration très forte des acteurs. Et nous sommes, nous, UE, et notamment les Français, des acteurs majeurs de ce marché
à la production et à l'exportation. Maintenant, on va aller très concrètement dans un certain nombre de pays. Je vous propose 7 étapes. La première est l'Australie. Alors pourquoi l'Australie? Simplement, bon, l'Australie, un pays connu, c'est un pays qui fait rêver bien souvent, 14 fois la France, mais seulement 22 millions d'habitants. 90% de la population habite dans une frange qui va effectivement de Perth, je sais pas mes lunettes, donc de Perth à Brisbane, donc extrêmement concentré en termes de... Et le reste, c'est un désert. Or, c'est un désert qui avance. C'est un désert qui avance. Avec le réchauffement climatique, on perd régulièrement des surfaces et la partie habitable est de plus en plus faible. Et c'est un pays extrêmement exportateur puisque peu d'habitants, une surface agricole, et vous avez les 2/3 de la production de blé, mais aussi des productions animales qui sont exportées. Alors, naturellement, il y avait un continent qui les intéressait, c'était l'Asie pour des raisons logistiques, mais maintenant, ils sont effectivement sur l'ensemble du monde. Et ils cherchent effectivement des endroits à exporter un peu partout dans le monde. Alors, nous sommes chez Andrew et Anne-Marie. Andrew a une grosse difficulté, c'est que d'une année à l'autre, 2 années sur 3, il n'arrive pas à gagner sa vie avec le blé qu'il fait pour des raisons de climat. 2 années sur 3, c'est une année sur 3, c'est une année catastrophique, où il est à moins de 1 tonne par hectare. Une année sur 3, il est à entre 1 tonne et 1 tonne 5, qui couvre à peine ses coûts de production. Et une année sur 3, et notamment cette année, il arrive à des rendements de 2,5, voire 3 tonnes, où là, il gagne très correctement sa vie. Et ce qui nous intéresse dans le sujet, c'est que le gouvernement australien a eu l'intelligence, face à ce dérèglement climatique, de se dire on va aider les agriculteurs. Puisqu'on ne leur donne pas de subventions en direct, on va les aider à faire ce qu'on appelle l'écrêtement. C'est-à-dire que toutes les années où Andrew, et cette année il va le faire, il gagne de l'argent, il peut placer de l'argent en banque. Il y a 13 banques qui ont été désignées par le gouvernement, il place de l'argent en banque, cet argent est rémunéré et est totalement défiscalisé. C'est-à-dire qu'il pourra aller rechercher, il a 7 ans pour aller rechercher et pour combler son déficit sur les mauvaises années pour pouvoir faire tourner son entreprise. Donc première piste intéressante, et vous aurez l'occasion d'en débattre, j'en suis sûr. Deuxième piste, l'Argentine. Alors l'Argentine, c'était un pays merveilleux. Dans les années 30, il faisait partie des 10 pays les plus riches du monde. Et puis on a fait une politique très populiste, c'est-à-dire qu'on a demandé aux riches de payer pour les pauvres. On a lissé l'ensemble des revenus, et les seuls qui n'ont pas pu quitter, les seules personnes qui avaient un peu d'argent qui n'ont pas pu quitter le pays sont les agriculteurs. Et donc l'enjeu de l'Argentine, qui est aussi fortement exportatrice, c'est de pouvoir avoir pour le peuple argentin des prix intérieurs le plus faible possible. Bon. Le gouvernement argentin a donc décidé une politique de quotas à l'exportation. C'est-à-dire que tous les ans, le gouvernement décidait jusqu'à l'élection de M. Macri, décider pour gérer son offre et sa demande, décider le nombre de blé qui pourrait être exporté. Et donc, en 2013, les Argentins ont connu exactement la même chose que ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire qu'un mois avant la moisson était extraordinairement belle. On avait des prévisions de production extrêmement fortes, et donc le ministère argentin a décidé des quotas à l'exportation importants. Étant donné que les prix sur le marché international étaient supérieurs aux prix intérieurs, les agriculteurs qui ont au contraire eu une bonne récolte ont exporté en masse. Et on s'est retrouvé sur le sol argentin avec un déficit de blé et donc une augmentation considérable du prix du blé. Ça n'a pas plu du tout à Mme Kirchner, et elle a décidé au contraire de réduire considérablement les quotas, notamment sur les années 2014 et 2015. Qu'ont fait les agriculteurs, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir beaucoup de production, ils se sont dit demain sera meilleur, et ils ont commencé à stocker. Et notamment ils ont stocké dans ce que vous voyez en bas à gauche, dans ce qu'on appelle les silo bags, et nous avons eu des stocks d'1 année, voire de 2 années de production en Argentine, en priant ou en espérant que le futur gouvernement, et notamment l'élection de M. Macri, ouvre les portes à l'exportation, ce qui s'est passé. Et donc on a eu un afflux du blé argentin depuis novembre 2015, qui a déstabilisé, et là, les spécialistes en parlent mieux que moi, notamment le port de Rosario s'est vu offrir énormément de quantité de blé pour l'exportation. Donc deuxième chose, mettre des quotas et décider que l'offre et la demande seraient faites en fonction des quotas, et on gère les aléas climatiques de cette façon-là. Troisième façon, c'est en Amérique du Nord, et donc là c'est un peu difficile de parler d'une agriculture puisqu'il y a des agriculteurs,
Et donc la zone de blé part, on va dire, de Dallas et remonte sur le Canada pour partir un peu à l'ouest. Et donc vous avez une zone de blé qu'on appelle la Wheat Belt. Et là vous avez aussi des aléas climatiques. Mais les étendues sont telles que sur l'exportation, ça joue relativement peu. Vous avez aux États-Unis un phénomène majeur, c'est qu'une concentration des productions. Vous avez 14% des exploitations agricoles qui représentent 80% de la production. Et ces 14% des exploitations sont celles qui exportent. Les États-Unis étaient jusqu'à l'année dernière le principal pays exportateur de blé, et donc ce sont ces 14% qui sont des exploitations qui sont dédiées à l'exportation. Donc grosso modo, même les années où il y a des problèmes, c'est tellement étendu qu'on arrive toujours à pouvoir une quantité suffisante pour mettre à l'exportation. Et donc le gouvernement n'a pas voulu aider en direct, mais par contre il aide les agriculteurs, notamment ceux où il y aurait un réchauffement climatique vers le sud, à travers les assurances. Et je pense qu'on a un spécialiste qui pourra nous parler des assurances aux États-Unis, et notamment ce système assurantiel qui est largement subventionné. Aux États-Unis, vous avez une multitude d'assurances, vous pouvez être assuré pour tout, et notamment les aléas climatiques. Derrière, on va en Chine. Alors la Chine, principal pays producteur mondial de blé, là aussi, la diversification fait qu'on peut avoir des aléas climatiques, on peut avoir des volumes différents, mais ça reste le premier pays producteur du monde. Et leur grand défi, c'est de nourrir le monde, puisqu'ils ont 19% de la population mondiale, avec seulement 6,4% des terres arables. Donc il faut produire, encore produire. Et vous avez comment on gère les aléas climatiques, simplement en subventionnant le prix du blé. Vous avez aujourd'hui un prix du blé, enfin quand j'y étais en 2015, le prix du blé était autour de 400 $ la tonne de production. Donc on favorise l'agriculteur, même s'il a une mauvaise production, en lui donnant un prix complètement subventionné, en étant en dehors de tous les critères mondiaux. Donc aléas climatiques, subvention d'État, qui varie, et le prix du blé varie en fonction de la production et surtout de la volonté d'État que l'agriculteur recèle du blé l'année suivante. Alors, la deuxième façon de gérer les aléas climatiques, c'est d'aller produire ailleurs, là où le climat est meilleur. Donc, M. Hu avait l'ambition, quand je l'ai rencontré, d'acheter 100 000 hectares dans le monde. Il avait commencé en Australie. Il est un peu gêné parce que le gouvernement australien est en train de lui mettre des limites en termes de surface. Ensuite, il a commencé au Canada, donc la partie ouest où on produit des céréales. Et son prochain objectif, c'était la France, ce qu'il a fait. Il est un petit peu plus gêné maintenant puisqu'on a découvert qu'il avait acheté des terres en France. Donc via des systèmes, non pas occultes, mais des systèmes de société, il pouvait acheter sans passer par les affaires. Il est un peu plus gêné, mais ses ambitions sont là. Donc aléas climatiques, on va produire ailleurs pour pouvoir... Et puis surtout, on rachète aussi des sociétés internationales comme Noble ou Nidera, qui permettent aussi d'aller chercher le blé là où il est. L'Inde, c'est simple, ils ont des fortes aléas climatiques. Alors l'Inde, 40 à 50% du blé est acheté par l'État pour pouvoir nourrir sa population. Je rappelle qu'il y a 820 millions d'Indiens qui sont nourris grâce à une aide physique de l'État. Notamment, on leur donne 5 kilos de blé tous les mois pour pouvoir nourrir leur famille. Et puis, derrière, l'État stocke. Et ils ont un très gros problème, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on a cru pendant très très longtemps que le système de pouvoir gérer les aléas climatiques, c'était les stocks. Sauf que voilà l'état des stocks en Inde, ça vous surprend peut-être, mais la récolte se fait au mois d'avril, donc on estime à plusieurs millions de tonnes les stocks en Inde. La récolte en Inde se fait en fin mars, début avril. Elle se vend sur des espèces de marchés d'intérêt nationaux aux enchères. L'État achète entre 40 et 50% pour pouvoir les stocker et nourrir sa population. C'est le long des routes, ils mettent des bâches, sauf que 2 mois après, il y a la mousson, des tonnes de flotte qui tombent, et voilà l'état d'une grosse partie des stocks indiens. La gestion des stocks, ça ne marche pas toujours. On a une mission terrible à aller aider ces pays-là à avoir une bonne gestion des stocks, et notamment en construisant des bâtiments en dur. En Chine, on a le même phénomène sur du maïs, voire sur du blé. Donc la mer Noire, alors là on peut beaucoup dire, mais la mer Noire, les aléas climatiques, oui. Alors ici vous avez un petit potentat local, un petit agroholding. Sur les 4 dernières années, il a eu, comme en Russie, des récoltes extrêmement bonnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les Russes sont devenus, et les Ukrainiens sont devenus des exportateurs nets extrêmement importants. Mais n'oubliez pas les années 2010, 2011,
2012-2013, où il y a eu un incident climatique majeur, ça peut arriver demain. Ils ont eu la chance pour l'instant, et on n'a pas la chance tous les jours de pouvoir avoir les bonnes raisons de récolte. Il faut toujours regarder où en sont les récoltes russes, ukrainiennes et kazakhs pour pouvoir avoir une idée de ce qui sera sur le marché mondial. Donc aujourd'hui, ils ont eu de la chance, vous voyez, ça continue, ils ont le potentiel, mais l'aléa climatique sera toujours une difficulté pour eux. L'Afrique du Sud, il y a El Niño, moins 30 à moins 40% sur les 2 dernières années. Pour la première fois, l'Afrique du Sud sera importateur de maïs, alors qu'ils sont traditionnellement exportateurs pour des raisons. Il y a un réchauffement climatique très très fort, donc on gère les États, on n'arrive pas à gérer effectivement sur la forme de subvention, il n'y a pas de subvention en Afrique du Sud, et il y a des assurances, et on en reparlera, c'est un système très proche de ce qu'on retrouve aux États-Unis en Afrique du Sud. On voit bien ce qui s'est passé en 2016, avec notamment pour le Maroc, dont je vais parler maintenant, une hausse de température considérable, ce qui fait que nos amis marocains n'ont pu produire qu'un tiers de la récolte en blé. C'est-à-dire qu'on a eu les 2 tiers qui ont été perdus, avec des rendements absolument catastrophiques. Quand on sait le poids du blé dans l'équilibre politique, c'est très important. Et puis les aides marocaines vont surtout à l'irrigation, c'est-à-dire que une exploitation qui a l'irrigation produit 3 fois plus. Donc il faut, le gouvernement marocain essaie à travers le plan Marron Vert d'aider les grandes exploitations. Et je vous rappelle que le plan Marron Vert, c'est extrêmement simple. On fait des grosses exploitations pour les céréales et pour pouvoir nourrir le pays, et on fait des petites exploitations pour pouvoir faire des cultures spécialisées. N'oublions jamais qu'en blé, nous avons entre 3 et 4 mois de stock au niveau mondial, pas plus. Imaginez qu'il y a un 2016 sur l'ensemble du monde, nous, pays développés, on n'aura pas trop de problèmes, on aura sans doute toujours du pain, quoique. Et là, Jean-Luc en parlerait mieux que moi en tant qu'homme de terrain, mais il y a plein de pays où il n'y aura pas de blé et pas de possibilité de se nourrir. Donc l'avenir passe par les agriculteurs, et notamment passe par le phénomène de leur permettre effectivement de faire de gagner de l'argent, parce qu'un agriculteur qui ne gagne pas d'argent, sa première vocation c'est de nourrir le monde, mais un agriculteur qui ne gagne pas d'argent ne peut plus produire, et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire, et notamment qui vont servir à ce débat pour pouvoir l'aider pour faire face à ces aléas climatiques, réchauffement climatique ou cycle climatique, je n'en ai aucune idée. Les anglo-saxons vous disent que c'est un cycle. Nous sommes plutôt partis sur un réchauffement, mais il est clair que le monde se réchauffe et que par rapport à des productions, ça a une incidence majeure. Voilà, merci. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.